Quand j'ai commencé mes études en anthropologie à l'Université de Montréal, en septembre 1970, je réalise en le disant que c'était la crise d'octobre qui a eu lieu cet automne-là. Et je me souviens que pendant la crise d'octobre, j'étais beaucoup sur la rue Saint-Denis et peu près de l'Université de Montréal parce que j'avais gardé mes amis de ce milieu plus marginal et en même temps, c'était l'ouverture de l'Université du Québec à l'époque. Donc, la vie des cafés s'enflait de toute une vie liée à l'université aussi là, et au Cégep du Vieux-Montréal. Ça commençait à devenir un milieu plus étudiant. Et je m'étais fait encore de nouveaux amis dans ce coin-là. Et en anthropologie, j'avais un rapport à l'anthropologie plus distant, disons, pendant ma première année de bac. Mais il faut dire que ces événements-là, crise d'octobre et tout, ça mobilisait beaucoup. Et j'ai eu pendant ce temps-là, les profs intéressants, ceux qui avaient fondé le département, là, Dubreuil, Balixy, Gomila, Benoît, mais aussi Pierre Bocage et Bernard Bernier qui commençaient leur carrière au département d'anthropologie. Jean-Claude Muller était là. Et je pense que j'ai suivi des cours d'à peu près tous, parce qu'on faisait les 4 disciplines. Il fallait suivre des cours d'introduction dans chacune des disciplines. Et je le faisais sans trop de conviction, mais en même temps, j'étais certaine que j'étais à la bonne place, que ça me convenait. Après ma première année, j'ai fait un emploi d'été à l'hôpital Sainte-Justine à la stérilisation. Donc là, c'était encore un autre univers. C'est un département de stérilisation, c'est le département qui nettoie tout ce qui arrive sale de tous les départements de l'hôpital et qui l'envoie après aux techniciens qui stérilisent. Donc, c'est un emploi pour des gens qui ont peu de capital, on pourrait dire, académique. Donc, un autre univers, mais dans un gros hôpital qui fonctionne avec beaucoup de pression. Et ça m'a fait découvrir encore un autre univers. Mais apprendre aussi que vraiment, c'était important pour moi d'essayer de resserrer un peu mes liens avec le département d'anthropologie et de m'organiser pour pouvoir travailler un peu plus en anthropologie dans les années qui suivaient, parce que c'était quand même un travail très dur. Et il y a des facteurs qui ont coïncidé, qui ont fait que je me suis mis à être plus active au département. C'est qu'il y a eu une grève qui était liée à un prof d'archéologie contre lequel il y a eu une contestation. Et la grève a duré très longtemps, des mois, j'ai oublié combien, mais c'est une grève mémorable de ce département. En même temps, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui était, lui, étudiant une année avant moi. Et donc, j'ai réorienté ma vie sociale plus vers mes collègues du département d'anthropologie. Et là, cette année-là, on a réussi avec... il y avait un prof qui enseignait les cours de culture matérielle, qui s'appelait Toiriki, qui était déjà âgé à l'époque, qui avait des liens avec le Musée national de l'homme, qui s'appelle maintenant Musée des civilisations. Et à chaque année, il réussissait à obtenir des fonds pour envoyer des étudiants travailler dans un ou l'autre des musées affiliés au Musée national de l'homme. Et j'ai eu, grâce à lui, la possibilité d'aller travailler à Ottawa dans c'était à Bell's Corner. C'était à l'époque qu'il n'y avait pas d'installation muséale, je pense, mais il y avait des collections dans des édifices, dans un quartier plus industriel, où les gens travaillaient dans des grands entrepôts, les bureaux étaient dans ces grands entrepôts-là, les collections aussi. Et
mon travail était un travail qui était pour la division folklore. Je travaillais pour une folkloriste qui s'appelait Carmen Roy, qui était déjà en fin de carrière à l'époque, qui avait fait des entretiens sur les francophones hors Québec, en Alberta, dans le coin de Peace River, en Acadie, dans toutes sortes, dans plusieurs régions du Canada. Elle leur faisait raconter des contes, des recettes de cuisine. Il y avait aussi des Français dans le nord de l'Alberta qui étaient d'origine française de France. Elle leur faisait raconter leur parcours. Et moi, je transcrivais les bandes audio. À travers cet été-là, j'ai appris donc, bien appris, à faire des transcriptions verbatimes, mais avec en respectant le langage des personnes. Donc, comment orthographier les transcriptions pour que ce soit à la fois de l'orthographe français correct, mais en mettant des apostrophes à toutes les places où il y a des elisions, et à faire le verbatim exact. Et ça m'a servi toute ma vie après. Puis j'ai gagné ma vie beaucoup à travers des transcriptions par la suite parce que j'avais acquis une bonne vitesse là-dedans. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses sur les francophones hors Québec en traduisant ça, beaucoup de choses sur les traditions, et j'ai appris à connaître les autres qui travaillaient dans ce grand édifice. Il y avait des gens qui travaillaient sur les arts et traditions populaires, là, les raquettes, des choses de ce genre, mais il y avait aussi tous ceux qui travaillaient sur les collections d'art amérindien, des collections d'objets amérindiens. Il y avait des gens d'ethno-histoire. Ça m'a fait découvrir le monde de la recherche muséologique au Canada que je ne connaissais pas du tout, dont je soupçonnais à peine l'existence avant d'aller travailler là. L'année suivante, là, c'était la dernière année du bac. Mon conjoint et moi, par le même programme que notre prof de culture matérielle connaissait, obtenu un emploi à Kenora, en Ontario. C'est une petite municipalité au nord du Lake of the Woods, du lac des Bois, presque à la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, dans un petit musée régional qui était dirigé par une femme de la ville qui le faisait avec très peu de moyens. Il y avait un petit conseil d'administration qui voyait aux destinées de ce musée-là, mais le programme qui nous avait financé pour aller travailler là, moi, Jean-Claude et un autre collègue qui s'appelait Roland Desrosiers, était pour qu'on aide pendant cet été-là à faire du catalogage de collections et à recevoir des visiteurs dans le musée. Forcément, c'était l'été que les visiteurs étaient le plus présents à ce musée-là. Alors, ce qui était particulier à Kenora, c'est qu'il y avait une population amérindienne, et il y a toujours une population ojibwée très, très importante. Et on a apprivoisé cette réalité-là pour la première fois en allant à Kenora. Comme c'était un musée où il y avait surtout des collections historiques, un peu de la ville, mais surtout des collections amérindiennes, les Amérindiens étaient très, très présents, là. Ils venaient s'asseoir sur les marches. Il y avait un petit parc en face. Ils étaient toujours dans le petit parc. Ils venaient parler avec nous, venaient voir, venaient apporter des choses souvent. Donc, on avait quand même beaucoup de contacts avec eux. Il y avait Norval Morisseau qui restait là et qui venait souvent aussi, qui avait la réputation de souvent être emprisonné à la prison de Kenora, mais d'avoir 2 cellules, une pour peindre, une pour lui. Je ne sais pas si la légende était vraie, mais c'est la directrice du musée qui nous avait dit ça, qui le connaissait très bien. On a appris l'anglais, là aussi, parce que tout se passait en anglais. Quand on est arrivé là, ils savaient qu'on était 3 francophones qui arrivaient du Québec,
mais il ne soupçonnait pas qu'il y avait une fille là-dedans parce qu'il n'était pas capable de décoder par les noms et les prénoms si c'était homme ou femme. Et ils étaient surpris de nous voir arriver, parlant très peu anglais, et on n'avait pas d'endroit où habiter non plus. Alors, rapidement, il a fallu qu'on se débrouille. Et ce qu'on a réussi à trouver, c'est un petit chalet sur une île dans le lac des Bois, en face. Donc, il avait fallu s'acheter une petite chaloupe d'aluminium et un petit usager avec un petit moteur. Et on voyageait soir et matin dans notre petite chaloupe. La chaloupe était assez petite et le lac était assez grand. C'est un immense lac. Pour qu'il soit arrivé certains jours qu'on ne pouvait pas traverser, il y avait trop de vagues, c'était trop dangereux. Mais il y avait un traversier qui pouvait nous passer si on était à l'heure pour prendre le traversier certains jours. Donc, on a, à travers ce séjour-là aussi, expérimenté ce qu'était vivre. On vivait vraiment un peu dans un endroit plus boisé, avec des gens tous très différents, parce que sur cette île-là, il y avait quelques personnes qui y habitaient en permanence, mais il y avait d'autres gens comme nous. Je me souviens, il y avait des jeunes qui travaillaient pour les équipes de protection des feux de forêt. Il y avait des familles. C'était assez varié. Donc, on a appris à travers ce séjour-là aussi à connaître l'Ouest canadien, la diversité des origines. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Europe dont les familles venaient d'Europe de l'Est. Pour quelqu'un qui sort du Québec et qui pour la première fois, dans le fond, c'était un très bon apprentissage de la diversité canadienne. On a vraiment adoré ce séjour-là à Kenora. Quand on est revenu, Jean-Claude commençait sa maîtrise et lui a fait sa maîtrise sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une maîtrise en bibliothèque sur les big men et les sociétés big men. Moi, j'ai commencé à m'orienter pour la maîtrise vers... Là, j'étais vraiment embêtée parce qu'à l'époque, on était en 73, donc, il y avait un mouvement très, très, très fort pour faire de l'anthropologie au Québec. Alors, c'était très mal vu de faire de l'anthropologie à l'extérieur du Québec dans un certain réseau de jeunes anthropologues. Pas chez les profs, là, mais chez les militants plus visibles, plus influents, qui jetaient un certain discrédit sur ceux qui avaient l'intention de perpétuer l'impérialisme anthropologique ailleurs dans le monde. Donc, ça rendait hésitant un peu. Il y avait peu de fonds de recherche possibles, disponibles. Je connaissais pas, je n'étais pas tellement connectée à d'autres réseaux, mais Ah oui, moi, j'étais dans une cohorte qui était très petite. Je pense qu'on était 13 en bac 1 quand on s'est inscrit. Ils nous ont bien prévenu que la cohorte diminuerait en cours de route parce que l'anthropologie, c'était exigeant, les emplois n'étaient pas faciles à trouver et la plupart des étudiants se démobilisaient en cours de route. De fait, la cohorte a diminué et rendu en bac 3, on était beaucoup moins nombreux, mais j'ai oublié combien on était. Mais une de mes collègues qui a persévéré, Carole Lévesque, elle avait commencé à développer un projet de recherche qui était financé, je ne me souviens pas par quel ministère, ça devait être Affaires culturelles, et elle avait obtenu une subvention assez importante pour aller à Fort-Georges, qui est maintenant Chisasibi, mais Chisasibi est déménagé. À l'époque, c'était Fort-Georges dans la rivière Lagrande, à l'embouchure de la rivière Lagrande, sur l'île de Fort-Georges. Et elle passait l'été là avec une équipe et elle m'a permis d'aller passer 3 semaines pour faire un terrain. Et j'ai fait ce terrain
pour me familiariser un peu avec la problématique des cris de la baie James. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le long de mon bac, surtout en bac 2, bac 3, ce qui se clarifiait, c'était que les enseignements qui m'ont le plus influencé, c'est ceux de Pierre Bocage et Bernard Bernier. Donc, j'étais dans l'anthropologie marxiste. Et la question que je m'étais posée sur les cris de la baie James, c'était comment, dans la transformation du capitalisme au Québec, les cris de la baie James s'intégrer. Quelle était leur place dans la société québécoise en termes de position de classe? Et je pense qu'une des questions... Ma question était, est-ce que c'est un sous-prolétariat ou pas? Par la suite, j'avais publié un article dans Recherche amérindienne où je mettais bien point d'interrogation des sous-prolétaires, mais la direction de la revue avait enlevé le point d'interrogation, ce qui m'avait beaucoup déçue parce que pour moi, c'était un point d'interrogation, mais de la façon dont c'est sorti à la publication, ça avait l'air d'une affirmation péremptoire. Et j'ai bien regretté que ça apparaisse comme ça. Mais donc, si on revient à ce terrain, je suis allée donc à l'été à la baie James. C'était la première fois que je prenais l'avion, toute seule, arrivée là-bas. Heureusement, j'étais accueillie avec cette équipe qui était là, qui était composée de jeunes étudiants d'anthropologie que je connaissais tous pour la plupart. Et j'ai là aussi adoré l'expérience. C'était un très bel endroit. Les gens dans le village étaient vraiment des gens avec qui je trouvais que c'était un environnement attachant. Et quand je suis revenue, j'ai rédigé la thèse. On appelait à l'époque le mémoire de maîtrise une thèse de maîtrise. Puis j'ai perdu l'usage du mot, mais il m'est revenu spontanément en racontant. Et là, quand j'ai eu terminé ça, ça veut dire que cet été-là, j'ai pas vraiment travaillé autrement. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'avais des emplois, c'est important ça. Parce que pendant l'année scolaire, je travaillais pour gagner quand même ma vie. Et la personne pour laquelle j'ai le plus travaillé s'appelait Gérald Berthoud. C'était un professeur à l'époque qui était suisse d'origine, qui est retourné en Suisse par la suite. Je pense que c'est à Neuchâtel qu'il était, mais je ne suis pas certaine. Mais le temps où il était à Montréal, j'ai eu un contrat de recherche à 10 ou 15 heures semaine pendant 2 ou 3 ans pour lui. Ce que j'avais à faire, c'était dépouiller des actes notariés du 19e ou 19e siècle, je pense, ou peut-être début 20e, des actes manuscrits, je pense que c'était 19e, des actes, des transactions, des testaments, des liquidations de succession. Il étudiait une région dans le canton de Vaud et il faisait de l'anthropologie économique et il regardait comment se transféraient les biens, comment le niveau économique, comment la paysannerie dans ce coin-là s'organisait. Je connaissais pas très bien son travail, comment il analysait les choses et comment il l'a publié par la suite. Je pense que j'ai pas vraiment lu par la suite. Mais moi, j'ai retrouvé là, donc, le contenu de ce que c'est des actes notariés que je connaissais par mon enfance. Il faut dire que pendant mon adolescence, à chaque été, je travaillais pour mon père aussi à faire ça. Donc, j'avais pas juste fait ça là, à 8, 9, 10 ans, 11 ans. J'ai fait ça jusqu'à 17 ans, travailler l'été à faire des... à un moment donné, je me suis mis à copier les actes et à faire un peu plus de secrétariat pour lui. Donc, en travaillant pour Gérald Berthoud, j'ai appris aussi le travail d'archives, à déchiffrer l'écriture manuscrite de l'époque, à faire... quand on dépouillait, donc, on remplissait une grille, il fallait avoir une grille de
de dépouillement pour compiler les informations. Donc, c'était un apprentissage méthodologique aussi intéressant pour moi, qui m'a servi par la suite. Quand j'ai terminé ma maîtrise, je me suis demandé quoi faire donc par la suite. Est-ce que j'arrête mes études ou est-ce que je continue au doctorat? J'étais encore assez hésitante. Jean-Claude, lui, venait d'obtenir une bourse pour partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'y allais avec lui, mais je ne savais pas tellement si j'y allais simplement pour le plaisir d'y aller ou si j'y allais pour faire une recherche moi aussi. Il est arrivé que le règlement pour les études de doctorat a changé pendant l'été après ma maîtrise, de sorte que les règles étaient maintenant non pas de faire 3 ou 4 examens compréhensifs et étirés sur 6 semaines. C'était très lourd avant les examens de doctorat. Quand ils ont changé ce règlement, il y avait d'abord de répondre à 3 questions, à 2 questions sur 3, sur une période de 6 semaines, et à soumettre un projet de thèse et à le faire réévaluer. Donc, il y avait la possibilité que si je formulais un projet et que je concentrais toutes mes énergies sur la Nouvelle-Guinée pour mes questions compréhensives, il y avait la possibilité que je réussisse à passer mes examens de doctorat avant la fin de l'année, avant qu'on parte pour la Nouvelle-Guinée, ce que j'ai réussi à faire. En fait, je pense qu'il y a eu... j'ai déposé ma maîtrise en 1975. Là, on est allé en Europe. Je suis revenue malade. Je pense que j'ai travaillé quand même 1 an entre les deux avant qu'on parte en Nouvelle-Guinée. J'ai peut-être une mauvaise chronologie dans mes affaires, mais parce que j'ai travaillé aussi pour le Centre de recherche Caraïbes, pour Jean Benoît. J'ai tapé le manuscrit d'un livre de Denise Ely sur Cuba et les Chinois à Cuba dans ce travail-là. J'ai travaillé à Hydro-Québec à faire une analyse du conflit qu'ils avaient, leur dernier conflit de travail. C'était ma première analyse de contenu. Donc, il a fallu que j'apprenne seule un peu comment faire de l'analyse de contenu. J'ai réussi, en tout cas, je vais dire 2 choses. D'une part, dans la formation, l'aspect méthodologique n'était pas très développé et il y a beaucoup de connaissances méthodologiques que j'ai acquises à travers mes emplois et les emplois qu'il a fallu à Hydro-Québec, il n'y a personne qui était là pour me dire comment le faire. Et il a fallu que je trouve comment faire. Puis il y a plusieurs autres expériences que j'ai faites où la méthodologie n'avait pas été la force, je pourrais dire, de l'enseignement que j'ai suivi. Même si certains cours étaient très bien, comme le cours avec Gillian Sankoff, que je n'ai pas nommé encore, et qui a été notre directrice de thèse au départ. Donc, c'est Gillian qui m'a encouragée à dire à l'été, écoute, passe tes examens de doctorat selon le nouveau règlement, tu vas réussir à partir. Gillian était ethnolinguiste, elle avait une formation d'ethnologue, mais elle était devenue ethnolinguiste par la suite. Et elle avait fait son terrain de doctorat en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au départ, Jean-Claude avait fait une demande pour aller à Bougainville. Et cette demande a été refusée par l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'il y avait des troubles à Bougainville et il ne voulait pas que quelqu'un s'en aille faire du terrain là-bas pendant cette période-là. Et la problématique qu'on avait en tête, surtout lui à ce moment-là, c'était l'articulation des modes de production, le passage au capitalisme. Donc, à Bougainville, l'intérêt, c'était des mines, des gros développements miniers. Gillian a suggéré qu'on aille plutôt dans la région de Wao-Boulolo, qui est une région de développement minier forestier, mais plus ancien, qui remonte aux années 30 à peu près. Et finalement, c'est ce qu'on a décidé de faire
d'aller dans cette région-là. C'est dans la province de Morobé. Donc, j'ai eu du soutien à ce moment-là là, pour réussir à tout préparer, de Bernard Bernier, de Gillian Sankoff. Et on a bénéficié aussi à l'époque, j'essaie de dire rapidement que cette période-là, maîtrise, était une période aussi, j'ai peu parlé de Gillian Sankoff, mais elle avait un labo où il y avait plusieurs étudiants qui travaillaient en ethnolinguistique, mais on a travaillé pour elle aussi à faire du key punch, puis rentrer des données. Et ce réseau d'étudiants au labo de Gillian était engagé dans des travaux de maîtrise-doctorat. On avait beaucoup d'échanges dans l'informel, mais on a beaucoup appris aussi au niveau méthodologie de recherche à être en échange quotidien avec des gens qui étaient en train de faire des maîtrises et des doctorats. Et ça a été très précieux, le contact direct avec plusieurs étudiants qui travaillent. Et moi, ça a été formateur pour moi, souvent beaucoup plus que les cours formels, que la dimension très académique de la formation. Mais évidemment, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, là. C'est des choses qui se recoupent. Il y en aurait encore beaucoup à dire sur la formation. Plus j'en parle, plus il me vient des souvenirs des périodes, parce qu'il y a eu vraiment aussi tout le milieu des groupes plus radicaux marxistes qui étaient à cette époque-là. Mais nous autres, on n'a pas été impliqués dans aucun groupe, mais forcément, ça colorait toutes les préoccupations. Donc, on partait en étant très marxiste dans notre esprit, mais en étant en rupture avec le discours que ces groupes-là tenaient, qui était de se mobiliser sur place et de travailler sur place plutôt que de s'en aller faire du terrain à l'étranger. Mais nous autres, c'était notre rêve d'enfance, disons, d'aller faire du terrain à l'étranger. Donc, c'est ça qui était important pour nous, plus que faire un doctorat. Là. C'était clairement, nous, c'était pas le faire un doctorat, c'était faire un terrain qui nous intéressait.